Alors, Baltaïs, maintenant, je dois avouer mon petit faible pour Yvan Baltaïs, parce qu'on a beaucoup de lettres de lui. Lui était né à Riga en 1888, donc si vous calculez, vous voyez qu'il il écrit lui-même qu'il avait été mêlé à la Révolution en 1905, sans autre détail, mais ça dit quand même quelque chose. Il avait 17 ans lors de cette révolution. Parfois, il évoque son passé de maximaliste, mais là aussi, on ne sait pas si c'est les traducteurs qui projettent leurs propres idées toutes faites sur ça, ou si ses propres termes, puisqu'on n'a évidemment plus les originaux, sauf exception de ces lettres. Lui aussi avait été blessé sur le front, on le voit d'ailleurs avec une canne sur un certain nombre de photographies. Et c'est d'ailleurs au cours de l'été donc, que chef, après avoir été délégué au printemps, après avoir interpellé le commandement russe, les colonels de la première brigade, au printemps 1917, il est nommé assez naturellement délégué du camp. Mais fin juillet, il y a une espèce d'offre de négociation qui est faite par les envoyés de Kerensky. Baltaïs et Volkov vont à Paris. Ils reviennent. En rentrant, ils sont un peu convaincus que c'est une épreuve de force qui s'annonce, qu'il va y avoir un massacre. Et ils estiment qu'il faut peut-être tenter la carte de la conciliation. Mal leur en prend, ils sortent du camp, ils sont arrêtés et ils seront envoyés à Bordeaux d'abord pour être jugés. Ils ne seront pas jugés, mais ils seront enfermés, là aussi, jusqu'à leur rapatriement en 1920 avec Globa, pas dans la même cellule, mais dans le même fort, Liedo, à l'île d'Aix. Je vous conseille le déplacement vers l'île d'Aix, même si ce n'est pas tout près. Mais on voit encore aujourd'hui les graffitis d'un certain nombre de soldats russes sur les murs des cachots du fort Liedo. Je voudrais simplement vous lire une lettre de Baltaïs, parce que je crois qu'elle dit beaucoup sur l'homme, à sa femme. Ma chérie, j'ai reçu tes 2 lettres des 27 octobre et du 18 décembre 1917. Le désespoir dont elles témoignent m'a profondément alarmé. Est-il possible qu'il ne reste plus rien de l'ancienne force d'armes de la chère Alexandra? Tu te plains de ce que je ne t'écris pas. Cela est tout à fait faux, j'ai écrit plusieurs fois. Les conditions actuelles du service postal ou bien la censure judiciaire ont sans doute empêché mes lettres d'arriver jusqu'à toi. Ma qualité de maximaliste me vaut d'être en prison depuis 6 mois. Je suis accusé, en vertu de l'article 127 ter du Code de la justice militaire et de l'ordre du gouvernement provisoire du 8 juillet 1917. Dans quelques jours, sur l'avis du procureur, les mesures coercitives prises à notre égard seront modifiées et je sortirai de prison. Ce qui ne fut pas le cas. Nous serons probablement employés à des travaux agricoles aux environs de Bordeaux. Le procès est remis et l'affaire sera jugée en Russie. Je suis en bonne santé et d'humeur vaillante. Il y a une semaine, on nous a transférés dans une prison claire, ce qui m'a permis de me remettre à l'étude de la langue française. On nous a donné du linge, des vêtements et des chaussures. Je reçois les journaux tous les jours. Tu crois que j'ai renié mon passé, mais tu te trompes. Si j'ai renoncé à quelque chose, je n'ai renoncé qu'à ce qui a désorganisé ma vie et l'a conduite à un résultat nul. J'ai renoncé au manque de principe, au manque de volonté, à cette faiblesse et à cette nonchalance qui ont fait de moi un chiffon entre des mains étrangères. C'est peu d'avoir de bonnes intentions, l'enfer, dit-on, en est pavé. Pour atteindre un but, il faut de l'énergie et de la fermeté. J'en ai fait l'expérience et j'ai acquis la conviction qu'il n'est pas trop tard pour se corriger. Tu as raison, j'en ai vu de dur pendant ces 2 dernières années. Mais je suis bien loin de ce pessimisme dont sont empreintes tes lignes, quoique je le comprenne parfaitement. La maladie, les privations matérielles, l'incertitude et les événements de ces derniers temps, voilà les causes de ce pessimisme. De plus, tu as la charge d'un enfant. Le souci de cet enfant a fini par t'abattre. Crois-moi, ta situation va s'améliorer. La guerre finira bientôt, je rentrerai en Russie, la justice, j'en suis sûr, mettra au banc des accusés d'autres personnes que moi, et au pis aller, le jugement n'aura pas lieu. Débarrassé de cette affaire, je m'occuperai de notre foyer, un petit effort, et le bien-être renaîtra. Je crois qu'après toutes ces horreurs qui ont marqué la disparition des organisations séculaires de la Russie bourgeoise et autocratique, surgira une république russe adonnée au travail. Je crois qu'après la ruine de notre foyer, nous pourrons le reconstituer dans un pays renouvelé où régnera le bonheur. Encore un peu de patience, encore un brin de courage pour supporter les dernières épreuves et nous nous reverrons réunis et sans peur, nous affronterons l'avenir. Je me sens à l'aise, plus fort et plus confiant qu'il y a 10 ans. Aucune désillusion, je vois la vie à travers un nouveau prisme. Tous les jours, je lui trouve de nouveaux aspects
et tous les jours elle m'apparaît plus captivante, et cela dans une prison. Pour un homme libre, la diversité de la vie est sans limite. Regarde plus fixement, écoute. Si ton âme est fatiguée, si les hommes t'affligent, si tu ne te trouves pas autour de toi dans le monde qu'injustice flagrante, fuis le monde, recueille-toi au sein de la nature. Et ça, il se termine par des aspects plus intimes. Merci. Il est 4h30 et la parole est à la salle pour une vingtaine de minutes. En principe, un micro doit circuler. Il est là, ok. Combien y a-t-il eu de morts à la Courtine? Et s'il y en a eu plus de 9, que sont-ils devenus? C'est-à-dire, où les a-t-on enterrés? La population, la mémoire de la population a retenu qu'il y en avait sans doute quelques dizaines, voire quelques centaines, mais ce sont des rumeurs. Est-ce qu'il y a des chances de trouver des archives qui précisent cette réalité? Bon, première chose, l'armée française, comme le commandement russe, était résolue à écraser la mutinerie dans le sang, et elle aurait très bien pu se terminer par des centaines de morts. Et effectivement, les descriptions de l'assaut par un certain nombre de témoins, qu'ils soient d'abord des généraux français. On a quelques témoignages aussi de soldats français, très peu, mais il y en a quand même 2 ou 3, dont celui d'André Aubet, qui est devenu ensuite un romancier, auteur de pièces de théâtre, et qui était mobilisé dans la troupe encerclant le camp. Bon, ça peut laisser penser, bien sûr, à un tel massacre, parce que quand on lance des obus, quand on entend les mitrailleuses, etc. Alors, les archives, puis je vais commencer par là. Oui, j'ai passé un certain nombre d'années à étudier ces archives, qu'elles soient en Russie, que ça soit à Vincennes, où il y a la quasi-totalité des archives sur cette question, et à New York, où ont été déposées les archives des anciens officiers du corps expéditionnaire russe, et avoir croisé, additionné, etc., compté sur mes petits doigts des dizaines, des centaines de fois, et rechercher justement le chiffre précis, etc. Si moi j'écris, ça doit être dans les expositions aussi, quelques dizaines, ça ne veut pas dire qu'il y en a eu quelques dizaines, ça veut dire qu'il peut y en avoir eu quelques dizaines, parce que dans les comptes et les recomptes, il y a une marge d'incertitude qui est liée en partie au fait qu'on est passé d'un commandement russe à un commandement français en quelque sorte d'abord, et dans l'urgence de la répression, les soldats, les Français en ont envoyé au camp de Bourg-Lastic, on en a envoyé à l'île d'Aix, etc. Mais si on recoupe et qu'on additionne les soldats blessés dans les hôpitaux, ceux en Algérie, au Cournot, etc., dans les 2 années qui suivent, on retrouve un nombre qui est assez proche de celui qui correspond à la 1e, puis la 3e brigade, plus les gens dans les hôpitaux, avant leur arrivée à la Courtine. Par conséquent, il n'a pas pu y avoir un chiffre de victimes au-delà de ces quelques dizaines. Après, comme je dis aussi, tous ceux qui sont partisans de faire des fouilles, je soutiens volontiers cette initiative, mais les fouilles dans les archives, en tout cas, permettent de répondre, je pense, avec une zone de certitude assez proche de la réalité. Donc on ne sait pas où ils sont enterrés. Dans un documentaire qu'a fait France 3 à la fin des années 70 sur la mutinerie, une personne qui ne doit plus être en vie aujourd'hui, de la Courtine, précisait le nom d'un lieu d'inhumation qui était connu de beaucoup de gens de la Courtine. Alors, je n'ai pas relevé le nom, il faudra que je le refasse. Vous le connaissez le nom? Je l'ai, oui. Enfin, je pense que vous faites allusion à Jean Rosier, dont j'ai parlé ce matin, qui était boucher à la Courtine, route du Sel. Sa boucherie est toujours là, lui a disparu il y a très peu de temps. Le lieu, c'est le bois de Feuillassou, que connaissent les Courtinois. Il y a cela. Mais il est dans l'intérieur du camp militaire. Alors, il est à l'intérieur du camp militaire. Jean Rosier m'y avait conduit, ainsi qu'à d'autres lieux. Et il est à l'arrière du camp militaire par rapport à la route de Felletin, sur la hauteur. Les Courtinois connaissent bien ça. Donc, c'est un bois de Feuillassou, donc. Et également, il m'avait précisé, son grand-père, le grand-père de Jean Rosier, a été maire de la Courtine un peu après la guerre de 14. Des recherches, m'a-t-il dit, avaient été faites. Et il m'a également précisé qu'on avait soigneusement recherché où, justement, les mutins n'étaient pas supposés être enterrés. Ce qui fait qu'on n'avait rien trouvé, évidemment. Voilà, sous toute réserve, hein, mais voilà ce qu'il m'avait dit.
Donc le bois de Feuillassou, la tradition atteste cela. Après, ça reste à vérifier. Et des recherches auraient été faites, d'après ce qu'il m'a dit, donc, mais pas à l'endroit, pas dans ce bois de Feuillassou, je suppose. Voilà. Moi, j'avance une hypothèse là, pour la faiblesse, si j'ose dire, du nombre des victimes de l'artillerie russe sur le camp de la Courtine. Vraisemblablement, je pose une question, peut-être les soldats mutins avaient été avertis de cette attaque d'artillerie et ils s'étaient vraisemblablement réfugiés dans un lieu où les obus ne pouvaient pas les atteindre. C'est ce qui expliquerait la faiblesse du nombre des victimes. Bon, il y a eu une commission d'enquête sur les dégâts, par exemple, dans le camp, c'est-à-dire combien ça allait coûter pour remettre en état les bâtiments. C'est assez dérisoire, la somme à laquelle sont arrivées les autorités militaires après la reprise du camp. Donc, ce qui est certain, c'est que bien des soldats ont dû se réfugier dans les bâtiments et que les bâtiments n'ont pas été atteints. Visiblement, les premières victimes, tous les témoins le racontent, c'est ce qu'on a rappelé rapidement ce matin vers 10h, au moment où les soldats sont réunis derrière leur fanfare et par un geste de défi, quelque part, en direction des soldats qui les entourent, des soldats français comme russes, pour dire regardez, nous on est là, peut-être osez tirer sur nous, nous qui sommes là, à vous fièrement à jouer notre hymne. Ils ont tiré, mais c'est vrai que des lettres racontent que peut-être c'est des faux canons, comme il existait au front, qui ont été positionnés. Les Français n'oseront pas, parce qu'il y a un aspect quand même important, c'est que les soldats du camp, beaucoup étaient convaincus que la France ne permettrait pas ça. Ils ont écrit à l'Assemblée nationale. La lettre, on leur a retourné en disant « Faites parvenir vous-même votre courrier ». C'était assez cynique. Au président de la République, etc. Comment permettez-vous ? Bon, bref, on doutait et on pensait que quand même les Français n'iraient pas jusque-là, que le gouvernement français ne permettrait pas ça, parce qu'on ne peut évidemment pas concevoir que l'assaut ait pu être mené par les autorités russes en France sans le feu vert des autorités françaises. C'est ça, en temps de guerre, c'est absolument évidemment inconcevable, et c'est même très largement sous la pression du gouvernement français que la solution militaire a été choisie. Mais peut-être aussi, ils ne pensaient pas que leurs propres camarades participeraient à l'assaut. Alors, ça a été, je l'ai rappelé aussi tout à l'heure, une partie des troupes d'assaut, et la majeure partie, n'étaient pas leurs camarades au sens, pas des soldats qui avaient combattu en France avec eux, mais qui étaient des artilleurs de passage, et auxquels on n'avait sans doute pas expliqué non plus les raisons de leur intervention à la Courtine. En plus des unités d'artilleurs, bon, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est aussi dans la Révolution les unités qui ont été touchées les dernières, parce que les artilleurs, vous avez cette petite avantage, privilège, du point de vue des fantassins, de tirer en arrière du front. Alors on pouvait être atteint aussi par des obus, mais le taux de mortalité était beaucoup moins grand dans l'artillerie que dans les soldats qui étaient en première ligne, dans les tranchées. Bon, et ça peut aussi expliquer pourquoi ils ont été plus fidèles plus longtemps à leur commandement. Tout à l'heure, Rémi Adam a évoqué la répression du camp de la Courtine, qui apparemment a duré 3 jours, où les mutins ont été donc canonnés et mitraillés. Par contre, est-ce qu'on sait si les mutins ont effectué une riposte à cette attaque ? Est-ce qu'ils ont utilisé les armes qu'ils avaient en leur possession ? Tout à fait. Alors le récit, on ne peut pas le faire ici, heure par heure, etc. Je ne vais pas dire que vous le trouverez dans des bons ouvrages, parce qu'on dirait que je suis juge et parti. Mais oui, le problème d'ailleurs de l'état-major, c'était justement que les soldats russes avaient conservé leur armement. Et c'était une de leurs craintes. Alors pas des canons, mais ils ont effectivement ils se sont servis de leurs fusils, il y a eu des tirs de mitrailleuses, etc. Oui. Après, il n'y a pas eu de bataille rangée de ligne à ligne, parce que là, il y aurait eu un nombre de victimes évidemment bien plus important.
Et on sait que quand ils se sont rendus, ils ont beaucoup jeté leurs armes, par exemple dans l'étang, pour pas que ça tombe aux mains de l'ennemi, des choses comme ça. Mais oui, il y a eu une riposte qui explique que ça a duré 3 jours, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils se rendent plus rapidement, parce que des coups de canon, bon, ça aurait pu emporter la décision. Enfin, il n'y a quand même aucune mutinerie. Tu me corrigeras si je me trompe, mais enfin, je ne crois pas qu'il y ait une seule mutinerie qui, durant toute la guerre, ait connu un tel dénouement. Hein, c'est-à-dire, c'est une véritable opération de guerre, surtout avec 10 000 hommes mobilisés pour en neutraliser 10 000. Bon, on n'a pas d'équivalent. Hein. C'est pas pour des questions, c'est pour remercier de la part de mon pays, c'est russe. Je suis accueillie par la famille de mon mari à la Courtine depuis 17 ans. Depuis 17 ans à peu près, je connais cette histoire, mais pas vraiment avec tous les détails. Et pour remercier de tous mes compatriotes russes, ça me touche, je pleure tous ces jours, de toutes vos recherches, votre travail pour remonter cette mémoire, ce souvenir dans 100 ans, dans nos jours, pour que ça ne se répète plus jamais. Et puis pour honorer tous ces gens qui voulaient établir le pays, qui ne voulaient pas continuer la guerre juste pour continuer la guerre, en fait. Et vous comprenez qu'entre les peuples, c'est pas possible qu'il y ait la guerre. On n'a rien à partager que d'amitié et de bonheur de vivre de partout. Et je vous remercie beaucoup. Merci, madame.